Les amis, aujourd'hui, je veux commencer par une histoire que beaucoup ont entendue, mais que personne n'a vraiment analysée en profondeur. C'est l'histoire des pèlerins. En 1620, le navire Mayflower, dont beaucoup connaissent mal le nom, ce célèbre vaisseau est parti de Plymouth en Angleterre et après 2 mois de traversée a accosté sur les côtes du Massachusetts. Là-bas, ces personnes ont fondé une colonie et l'ont appelée Plymouth, exactement comme le port d'où ils étaient partis. À bord, il y avait environ 100 personnes, ce qu'on appellera plus tard les pèlerins. Des gens qui fuyaient les persécutions religieuses et voulaient en construire une nouvelle vie sur une nouvelle terre. Et voici quelle idée ils avaient. Nous travaillons tous ensemble. Tout ce qui est produit, le grain, la récolte, le bétail, est mis dans une grange commune, puis une personne désignée répartit cela équitablement entre toutes les familles. Eh bien, ça semble noble. Noble, n'est-ce pas? Tous égaux, tous partagent, personne n'a faim. Hurrah! Mais il s'est vite avéré que tu travailles d'arrache-pied ou que tu ne travailles pas du tout, tu reçois la même chose. Et les gens qui ont vu cela de leurs propres yeux ont commencé à faire une chose simple. Ils ont commencé à travailler moins. Et certains ont même arrêté de travailler complètement. Et ceux qui continuaient à trimer du matin au soir regardaient regarder leurs voisins qui ne faisaient rien. Et recevaient exactement la même chose et se demandaient « Pourquoi est-ce que je me donne autant de mal ?» Et eux aussi arrêtèrent de travailler. C'est-à-dire qu'ils faisaient un semblant, bien sûr, mais en réalité, ils avaient mal au côté, alors ils ne venaient pas travailler. Une migraine, ils ne venaient pas travailler. Il fallait encore réfléchir à quelque chose, prier ou autre chose. Et quand ils venaient au travail, ils s'asseyaient sous un arbre et personne ne se dépêchait nulle part. Donc, en d'autres termes, personne ne se tuait à la tâche, n'est-ce pas? 1 an et demi, 2 ans de cela, maintenant nous appelons ça une expérience. Et la colonie a été frappée par une terrible famine. Les gens mouraient par dizaines, des familles entières. C'était du pur socialisme à 100%, instauré à l'aube même de l'histoire américaine, bien avant qu'ils ne sachent que cela s'appelait le socialisme. Et il ne fonctionnait pas, tout comme il n'a pas fonctionné plus tard, au XXe siècle, et à une bien plus grande échelle. Et alors, le gouverneur de la colonie, William Bradford, a pris une décision qui a sauvé les gens. C'était une décision historique. Il a supprimé le grenier commun. Il a dit « C'est fini, chaque famille aura sa propre parcelle de terre, chacun cultive pour soi, débrouillez-vous comme vous voulez, chacun pour soi. » Il est responsable d'avoir de la nourriture. Il travaillait comme il travaillait au siècle, à grande échelle. Et c'est ce qu'on appelle un miracle, bien qu'il n'y ait eu aucun miracle. C'était simplement l'organisation humaine. C'est comme ça que nous, les humains, sommes faits. Mais lorsqu'il y a un ordre qui correspond à la nature humaine, nous commençons à travailler. Nous commençons à travailler. Tout le monde a commencé à travailler. Même les malades, ceux qui pouvaient à peine se lever du lit, car désormais leur nourriture dépendait directement de leur travail. La récolte cette année-là fut si abondante que les colons auraient pu non seulement se nourrir eux-mêmes. Ils ont organisé un festin de 3 jours, auquel ils ont même invité les Indiens. La tribu, je crois qu'elle s'appelait Wampanoag. Wampanoag, ou quelque chose comme ça. Pardonnez-moi, chers Indiens de la tribu Wampanoag, car je ne peux pas prononcer correctement le nom de votre tribu. Voilà. Pourquoi les ont-ils invités? Parce qu'ils les ont aidés à survivre aux premiers mois les plus difficiles. 3 jours de festin, dinde rôtie, reconnaissance. C'est ainsi qu'est née la tradition qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis la fête de Thanksgiving. Et voici la leçon, messieurs, qui se cache derrière toute cette histoire. Quand on enlève à une personne sa motivation, pas une motivation abstraite de travailler pour le bien de la société, mais une motivation concrète, personnelle, réelle. Ce que j'ai produit m'appartient, à moi et à ma famille. Oui, le système commence à s'effondrer. Ce n'est pas que les gens soient méchants ou paresseux, mais l'être humain est ainsi. S'il peut se cacher derrière les autres et obtenir la même chose qu'un bosseur, alors, laissez-moi le dire ainsi. La grande majorité de la population mondiale fera exactement cela. Ce n'est pas une idéologie, c'est un fait observable qui se répète encore et encore, encore et encore, encore et encore.
Ça n'a pas marché en URSS, ça n'a pas marché en RDA, ça n'a pas marché au Vietnam, ça n'a pas marché au Venezuela, ça n'a pas marché en Argentine après la transition de Perón, ça n'a pas marché à Cuba ni en Corée du Nord. Nulle part. Partout où l'on a supprimé le lien direct entre le travail d'une personne et sa récompense, le résultat a été le même, déficit ou pauvreté. Dans les cas extrêmes, comme cela s'est passé pour eux, les gars de Plymouth, il y a eu la faim et la mort. Si c'est l'idéologie. L'idéologie. Plus de 50% des colons sont morts de faim. Et la plus grande expérience de l'histoire de l'humanité, qui l'a prouvé, n'a pas été menée n'importe où, mais ici, en Amérique. Par les futurs Américains eux-mêmes. Un siècle et demi avant même que ce pays n'existe, voici maintenant la deuxième partie de l'histoire de l'Amérique. L'idée même que quelqu'un doive payer des impôts était totalement étrangère aux gens venus ici, et ce n'était pas pour cela qu'ils étaient venus. Ils ont traversé l'océan pour se libérer de toute autorité sur eux, et soudain il semblait que le pouvoir dont ils pensaient s'être échappé continuait de se croire en droit de les taxer. Et sans rien donner en retour, à part une protection pour laquelle, pour une raison quelconque, il fallait payer, ce qui avait beaucoup moins de valeur, n'est-ce pas? Eh bien, le bon sens disait que non, d'autant plus qu'ils n'avaient aucun droit de regard sur la façon dont cet argent était dépensé. Cela n'a pas plu à nos ancêtres, enfin, mes ancêtres à moi étaient un tailleur, complètement en Autriche à cette époque, oui. Mais ceux qui sont venus ici, et ceux que je considère comme mes ancêtres moraux, cela ne leur a vraiment pas plu. D'où la célèbre Boston Tea Party dans son sens historique originel, d'où la Révolution. Et le tournant a été un petit livre de Thomas Paine intitulé Le sens commun. Ce livre a littéralement bouleversé la conscience de millions de personnes vivant alors dans les 13 colonies, et un détail caractéristique. Les historiens s'accordent à dire qu'en réalité, seuls environ 20% des colons étaient prêts à prendre les armes et à aller jusqu'au bout contre la couronne britannique. Un cinquième. En hébreu, ce nombre est appelé Amish, signifiant un cinquième, ce qui n'est pas une coïncidence. Oui, parce que c'est exactement la même proportion, selon la Bible, selon la tradition, qui est sortie autrefois de l'esclavage égyptien, les 4/5 restants. Ils ont dit oui, eh bien, ce n'est pas si mal d'être esclave en fait. Bon, il y a un peu d'oppression, mais au moins on a de quoi manger une fois par semaine. La minorité est prête à aller jusqu'au bout. Encore et encore, elle change le cours de l'histoire. Vous avez remarqué cela, messieurs ? C'est ainsi que la déclaration d'indépendance est née, parce que ce cinquième de colons a dit non. Un texte génial fondé sur l'idée des droits inaliénables de l'homme. Ce n'est pas toi, léopard britannique, comme il était là, ce n'est pas toi qui me l'as donné, ni les États par le fait de la naissance, comme il disait, de Dieu, pas du pouvoir. Et ensuite, une structure unique dans l'histoire mondiale qui est restée sans changements fondamentaux, sans effondrement, pendant presque 2 siècles et demi. À titre de comparaison, pratiquement, quand je commence à y penser, toutes les autres constitutions ont subi des changements fondamentaux, des effondrements en presque 2 siècles et demi. À titre de comparaison, pratiquement, voilà, je commence à y penser, alors toutes les autres constitutions du monde. Nous ne savons pas, à Babylone, là oui, à propos de celle-ci, je veux dire. Je ne parle pas des constitutions modernes, qui ne duraient pas 30 ou 40 ans, alors que chez les Sumériens, c'était plus long. Nous ne savons pas. Et c'est sur ce fondement qu'a s'était construit un pays dont la base reposait sur une idée simple. Chez nous, on ne peut rien nous enlever sans notre consentement. On ne peut pas nous commander. Les gens que nous n'avons pas élus et qui viennent gérer notre argent sans notre participation, nous ne les aimons pas. Les impôts, si on doit les payer, doivent être minimaux. Et l'État qui les dépense doit être aussi petit et aussi modeste que possible. Rendre compte de ce dont on a besoin, puis rendre compte de la façon dont ils ont été dépensés. Et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui apparaissent des gens qui se disent socialistes. Je veux que vous compreniez une chose importante. Le socialisme peut avoir différentes étiquettes, mais l'essence reste toujours la même. Le socialisme national est appelé fascisme, le socialisme international est appelé communisme. Et maintenant, il existe encore une autre forme, le socialisme démocratique. Le nom, mais l'objectif est de retirer aux gens le contrôle des moyens de production, de leurs usines, de leur travail, de leur argent. Et si les gens résistent, eh bien soit on les emprisonne, soit, dans les versions les plus radicales de cette idéologie, on les élimine physiquement.
Comment cela a-t-il été possible dans un pays fondé sur l'idée opposée? Ces deux jambes, celle de Plymouth et celle du Tea Party, enfin, du genre du Tea Party, n'est-ce pas? On pensait que cela ne pouvait pas arriver, simplement parce que cela ne pouvait pas arriver. Mais alors comment? Depuis 30 ans, le système éducatif américain apprend méthodiquement aux enfants à ne pas réfléchir aux conséquences, je veux dire. Je ne parle pas ici de réfléchir au sens de résoudre des équations, là-dessus ça va plutôt bien. Mais pensez ainsi, si je fais ceci maintenant, que se passera-t-il dans 1, 5 ou 20 ans? C'est précisément cette capacité à anticiper les conséquences qui a été méthodiquement arrachée des esprits de générations entières. Et plus une personne étudie, plus longtemps elle étudie, plus elle a de diplômes accrochés au mur, messieurs, plus souvent, malheureusement, elle perd justement cette capacité fondamentale à évaluer la réalité et ses conséquences. Et à ces enfants, petit à petit, étape par étape, on expliquait des choses étonnantes. Le racisme, c'est mal, mais seulement s'il vise les personnes de couleur. Mais si c'est contre les blancs, c'est normal. C'est même courageux, c'est même bien, c'est même encouragé. Que voler, c'est mal, mais seulement si cela vise les pauvres. Mais si c'est contre les riches, alors c'est rétablir la justice, c'est reprendre ce qui a été volé. Que détruire la famille traditionnelle et faire du sexe biologique une question de choix, c'est du progrès. Douter de cela, c'est haïr les minorités. Et ces mêmes enfants, lorsqu'ils votent pour des candidats qui promettent ouvertement de confisquer la propriété privée, de nationaliser des secteurs entiers. Et ceux qui ne sont pas d'accord, les emprisonner. Ou, comme cela a déjà été dit dans la rhétorique de certains activistes, les exproprier au sens littéral et non au sens figuré. On doit ici se rappeler la vieille parabole de la grenouille. Tout le monde la connaît. Si vous jetez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle sautera immédiatement dehors, car elle sentira le danger instantanément. Mais si vous la mettez dans de l'eau tiède et que vous chauffez lentement, elle ne remarquera pas le moment où l'eau deviendra mortelle, et elle finira simplement par cuire. L'Amérique a eu une chance incroyable. Un jour, l'élection d'Obama s'est avérée être cette même casserole qui a été soudainement chauffée, et le pays a ressenti la chaleur si clairement qu'il a réagi en élisant Trump. Je pense que nous sommes encore chanceux aujourd'hui. Mais cette fois, c'est à New York où lors des élections municipales, des socialistes assumés ont remporté la victoire et ils ne cachent absolument pas, ils sont même fiers de leurs opinions. Méprisables, mais ils en sont fiers. C'est la même eau bouillante qui nous a été jetée au visage. Et j'espère sincèrement que cela réveillera suffisamment de gens normaux et sensés à travers tout le pays qui n'ont pas fait d'études universitaires ou peut-être qu'ils en ont fait, mais pas longtemps. Et ils seront choqués par cela, avant que l'eau ne redevienne tiède et berçante. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quelle vitesse la rhétorique de ces mêmes commentateurs et politiciens change lorsque les chiffres cessent de jouer en leur faveur. Récemment sur CNN, on évoquait avec assurance les chances des démocrates de reprendre le Sénat. 51% pourcentage. Ensuite 59% pourcentage. Ensuite, on parle d'un problème mathématique que, selon leurs propres aveux, les démocrates ne peuvent tout simplement pas résoudre arithmétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas. Dis le pourcentage. Tu viens juste de donner un pourcentage. Non, mais les marchés de Paris ne donnent pas plus de 5% de chance aux démocrates de gagner au Sénat. Après avoir élu ces clampins, ou peu importe comment ils s'appellent à New York, hein. Les gens qui, il y a un an, parlaient avec assurance de l'inévitable triomphe de la vague progressiste, l'admettent eux-mêmes aujourd'hui. Oups. Les indicateurs fondamentaux sont contre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous perdez, on dirait, non? Les indicateurs fondamentaux. Et encore un autre cas révélateur, un jeune candidat socialiste à New York dont on parle aujourd'hui comme d'une nouvelle star du mouvement. J'ai oublié son nom, il est milliardaire, millionnaire. Millionnaire, il avait une fortune d'environ 200 millions. C'est un homme d'origine indienne, à la peau foncée. En 2018, il est arrivé ici, il avait déjà de l'argent en émigrant. Il construit sa carrière politique en niant complètement ce même système capitaliste qui lui a permis d'entrer dans le pays, de recevoir une éducation et de bâtir une carrière publique. Et pourtant, lui-même, il n'est pas pauvre, loin de là. En fait, il a, disons, plusieurs clubs de golf qui, ne lui appartiennent pas vraiment. Ils sont enregistrés au nom de ses 3 enfants. Et quel âge ont les enfants? Moins de 12 ans. À chacun d'eux.
Des enfants mineurs qui possèdent, à travers toutes sortes de trusts et de montages, plusieurs clubs de golf exclusifs dans l'Ohio. Le principe même qu'il défend, à savoir prendre aux riches, ne s'applique curieusement pas à sa propre famille. Je suis sûr qu'il dira « J'ai de jeunes enfants, on ne peut quand même pas les dépouiller, n'est-ce pas ?» Il est encore plus intéressant d'observer les commentateurs démocrates de la vieille école. Ceux qui essaient de garder au moins un peu de modération. Lors d'une des récentes émissions, un commentaire direct, presque désespéré, a été prononcé. Si tu n'es pas prêt à suivre l'aile radicale au sein du Parti démocrate aujourd'hui, tu seras détruit. Pour l'instant, seulement politiquement. S'ils prennent le pouvoir, ce ne sera plus politique. Ils ne chercheront ni à convaincre ni à discuter. Ils te détruiront. C'est-à-dire qu'au sein même du parti, il n'y a déjà plus d'espace pour une opposition modérée. Soit tu es avec les radicaux, soit tu n'existes plus. Qui n'est pas avec nous et contre nous, c'est un ennemi. C'est, mes amis, exactement la même logique qui a été appliquée dans toutes les versions historiques précédentes du socialisme. On se débarrasse des dissidents. Pourquoi discuter avec eux, perdre du temps là-dessus ? Eh bien, voilà ce qu'on peut comprendre. Plus ces personnes parlent ouvertement de leurs objectifs radicaux, mieux c'est pour nous, mieux c'est pour l'Amérique. Parce que la grande majorité des Américains, des gens ordinaires, qui travaillent et élèvent des enfants, considèrent ce radicalisme comme tout à fait à l'opposé de ce qu'ils voudraient pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Ils ne le soutiennent pas. L'essentiel, c'est qu'ils le voient. Parce que naturellement, tout cela s'est présenté de manière très douce et discrète. Et Dieu merci, ce sont ces trois-là qui l'ont envoyé, parce qu'ils poussent vraiment ce genre de choses. Tant que la rhétorique reste douce et voilée, que l'eau est tiède, la grenouille nage tranquillement. Mais chaque fois que quelqu'un de ce mouvement dit franchement ce qu'il pense vraiment à propos de la découlakisation, de la destruction du système, du fait qu'il faut briser ceux qui ne sont pas d'accord, l'eau devient chaude. De plus en plus de gens ressentent cette chaleur et commencent à sortir de l'eau. Et ici, je veux quand même finir sur une note optimiste. Pas parce que je l'ai toujours. Mais cette fois, toutes les raisons sont là. L'Amérique a déjà prouvé par sa propre expérience, même avant sa naissance en tant qu'État, que le collectivisme sans responsabilité personnelle tue des gens. Ça tue des gens. Plus de la moitié des pèlerins sont morts. Mais la propriété privée et le travail personnel sauvent. Il suffit aussi d'inviter les Indiens à festoyer pendant 3 jours pour l'Action de grâce. Elle a établi la seule constitution de l'histoire qui a duré 2 siècles et demi, dans l'histoire moderne encore une fois. N'est-ce pas ? C'est précisément parce que les principes qui y sont inscrits correspondent à la nature humaine, et non pas qu'ils lui sont contraires, comme la plupart des principes qui étaient inscrits, par exemple en URSS, n'est-ce pas ? Et chaque fois que le pendule va trop loin, du côté des expériences utopiques, le pays finit tôt ou tard par se rappeler de sa propre expérience et revient sur le même terrain solide. Je crois que cette nouvelle vague, ce nouveau choc, réveillera suffisamment de gens et les poussera à assumer à nouveau leurs responsabilités, comme l'ont fait les tout premiers pèlerins. C'est précisément pour cette raison que moi, je regarde l'avenir avec espoir et non avec inquiétude, parce que c'est l'Amérique.